8h13 sur RMC, votre invité Jean-Jacques Bourdin, Philippe Pascot, ancien adjoint à la mairie d'Evry, ancien conseiller régional, auteur de Pilleurs d'État aux éditions Max Milo. Philippe Pascot, bonjour. Bonjour Jean-Jacques. Merci d'être avec nous. C'est moi qui vous remercie. Alors bien, écoutez bien ce que va nous dire Philippe Pascot, parce que c'est la réalité. Vous savez ce qu'a fait Philippe Pascot? Il a édité, regardez bien sur RMC Découverte, il a édité des petites fiches. Alors je vais les lire, parce que vous n'arrivez pas à les lire à la télé et puis à la radio. C'est bien difficile, encore moins. Pourquoi faut-il un casier judiciaire vierge pour être pompier, taxi ou fonctionnaire et pas pour être élu? Oui, on se pose la question. À revenu égal avec un salarié, un élu peut payer 2 fois moins d'impôts. Mais oui, un élu peut cumuler jusqu'à 5 retraites et sans plafond. Philippe Pascot, votre livre « Pilleurs d'État » aux éditions Max Milo recense tous les abus légaux, je dis bien légaux, dont bénéficient les élus. Exactement. Je vais vous en citer un autre, puisqu'on est là dans une radio sympathique. Vous savez ce que c'est qu'une pension de reversion? Oui, évidemment. Un simple salarié, c'est 54% de 19 000 euros maximum. Moi, j'ai une amie qui vient de perdre son mari. Elle touche 357 euros de pension de reversion. Une femme d'élu, ou un homme d'élu, c'est 66% sans plafond. Moi, j'ai du mal à comprendre qu'une femme d'élu soit plus fatiguée qu'une femme de salarié. Et c'est ce que je mets dans Pilleurs d'État. Tous ces petits privilèges, ces avantages, ces droits que certains élus se sont abrogés. Je dis bien certains élus parce que tous les élus ne sont pas pourris. Tous les élus ne sont pas tous des gens qui s'en mettent plein les poches. Je dis simplement, et je le prouve dans le livre, que plus on monte en haut de la pyramide, plus les élus s'en mettent plein les poches et plus ils confortent le système dans lequel ils se vautrent. Alors c'est très très intéressant parce que votre livre Pilleurs d'État, au début est passé un peu inaperçu. Et puis petit à petit, il a fait un tabac et aujourd'hui il se vend d'une façon... Il fait un tabac vraiment. D'ailleurs certains médias hésitent à vous inviter. Bon, 30% des parlementaires... En revanche, ont eu des soucis avec le fisc ou avec la justice. Oui. J'ai fait le compte, ça sort bientôt dans mon 3e livre, j'arrive à prouver, et preuve à l'appui, puisque tout ce que je dis est factuel. Dans mon premier livre, j'ai mis 400 élus et j'ai mis leur nom, j'ai pas eu un seul procès. Tout ce que j'écris est factuel, vérifié et recoupé. Là, je mets dans mon 3e livre que 30% des parlementaires, députés, Sénat plus sénateurs, donc 577 plus 348, 30% ont eu affaire avec la justice, ça veut dire quand même que 70% n'ont jamais mis un centime dans leur poche. Mais il y en aurait même que 1%, Jean-Jacques, ça serait trop. Je rappelle encore une fois que c'est des gens qui votent des lois pour nous demander de nous serrer la ceinture. C'est des gens qui votent des lois pour dire que les gens qui sont au RSA aujourd'hui, on va pouvoir fouiller sur leur compte en banque pour savoir si c'est des gens qui, quelque part, dépensent un peu plus que le RSA. Et c'est des gens qui, quelque part, ont des comptes en banque en Suisse. Il y a 150 à 160 députés qui se sont payés une maison personnelle avec l'IRFM. Est-ce qu'une seule fois on a été fouillé sur leur compte en banque? Est-ce que ces gens-là sont poursuivis? Moi, si je fais ça, 3 mois après, on vend ma maison. 3 mois après, je passe en justice. Comment ça se fait que les élus, il faut 15 ou 20 ans pour que quelque part il y ait un procès qui se passe? Comment ça se fait que des élus qui ont truandé... Je vais vous citer encore un autre exemple. Rambouillet. Un élu, il a été condamné. 20 millions d'euros. 20 millions d'euros. Il avait détourné, mal géré, etc. Il a été condamné à 20 000 euros d'amende avec sursis. Mais c'est pas ça le pire. Comme la mairie, c'était son petit pote, ils se sont pas portés partie civile. Donc les 20 millions d'euros, ils ont été payés par les habitants. Est-ce que c'est normal? Et en plus, c'est là où les gens sont 2 fois cocus. Comme il y a la protection fonctionnelle, non seulement l'élu, les habitants ont payé l'avocat, mais en plus ils ont remboursé les dettes. Et bien ça, il faut que ça s'arrête parce que les gens, je vais vous dire aujourd'hui, ils en ont marre. Ils ne croient plus à la peste, ils ne croient plus au choléra, ils n'ont pas envie des chemises brunes, ils n'ont pas envie des chemises rouges. Du coup, il y a des endroits où il y a 75%, 80% d'abstention. Est-ce que c'est normal? Est-ce que ça doit continuer? Je dis non et je l'écris dans le livre Pilleurs d'État. Alors vous dites certains élus touchent plus de 30 000 euros par mois. Leurs retraites sont cumulatives, celles d'adjoints, celles de conseil régional, celles de députés. Ils peuvent avoir jusqu'à 5 retraites et tout ça sans plafond. Mais moi je le croyais quand j'ai commencé ma carrière d'homme politique, il y a très très longtemps. J'ai vu des maires qui disaient, bon je laisse ma place. J'ai fait assez de machin, j'ai fait assez de boulot comme élu, je deviens maire adjoint. J'ai compris après. Ils touchaient leur indemnité de maire adjoint, plus leur retraite de maire. Nous, quand on prend notre retraite, on n'a pas le droit de travailler plus haut que notre dernier salaire. Pourquoi ces gens-là peuvent cumuler? Comment se fait-il que des gens qui doivent être exemplaires, qui doivent nous montrer l'exemple, en ont plus que les gens
qu'ils seront soi-disant censés représenter. Ça, c'est complètement anormal. Oui, et puis le casier judiciaire. Le casier judiciaire, je le dis depuis 2 ans. D'ailleurs, j'ai commencé sur votre antenne dans une autre émission qui s'appelle Les Grandes Gueules, à le dire il y a 2 ans. Comment se fait-il qu'aujourd'hui, il y a 396 métiers en France où vous ne pouvez pas travailler si vous ne présentez pas votre casier judiciaire vierge. Vous ne pouvez pas bosser donc comme pompier, comme ambulancier, comme taxi, comme fonctionnaire si vous ne présentez pas votre casier judiciaire vierge. Je dirais même plus. Si vous êtes fonctionnaire et que quelque part vous êtes condamné, on peut vous renvoyer. Sans indemnité, sans rien. Pour être élu ou réélu, on n'a pas besoin de présenter un casier judiciaire vierge. Je demande à Manuel, puisque tu es Premier ministre, il n'y a pas besoin d'une loi pour ça. Juste une petite directive ou un décret ou quelque chose comme ça. Fait que pour être élu ou réélu en France, on soit obligé de présenter son casier judiciaire vierge. Oui, et donc les retraites douillettes, les exonérations d'impôts, les salaires mirobolants, les avantages. Les avantages. Alors parlez-moi des avantages. Tiens, il y en a plein des avantages. Il y en a plein quand vous êtes élu, et je l'ai été. J'ai été conseiller régional, président de la formation professionnelle et l'apprentissage. Déjà, du jour au lendemain, vous appelez le président, je ne sais pas pourquoi. Mais en plus, vous avez le droit à la voiture, vous avez le droit au téléphone, vous avez le droit à Internet, vous avez le droit à un tas de choses. Un autre exemple qui me rend fou. Oui. Vous cumulez plusieurs fonctions. Maire, conseiller départemental, allez, conseiller régional. Vous avez des frais de représentation. Moi, je m'explique comment on fait pour manger 3 fois par jour. Puisque dans ces frais de représentation sur chaque élu, on vous paye le déjeuner. Moi, je mange pas 3 fois par jour. Pourquoi on payerait ces gens-là? Un autre truc, on vous paye 3 fois le déjeuner. Vous avez des frais de représentation sur chaque endroit. Ah bah oui, évidemment. Donc vous déjeunez 3 fois. Oui, c'est parce que je sache, les gens déjeunent qu'une fois. Moi, je propose un système très simple. Vous donnez quand même une fiche. Mais non, c'est justement ça le problème en France. On ne donne pas de fiche. Il y a plein de pays où on est. On ne justifie pas. Mais non, l'IRFM, vous faites ce que vous voulez. Tout le monde le sait. C'était dans la presse. Il y a un député qui s'est payé des voyages et de la thalassothérapie avec son IRFM. J'en ai un autre qui était sénateur qui s'est payé un pavillon avec piscine. Du côté de Nice, grâce à l'IRFM. En France, c'est l'inverse. Moi, je dis simplement, il y a un truc vachement simple. Je suis pas contre que les élus aient des frais de représentation. C'est normal. C'est normal. On n'est pas non plus là pour faire du Robespierre, etc. Ça se termine toujours très mal. Mais qu'au moins, ils présentent les factures avant. C'est-à-dire qu'il y a plein de pays où vous dépensez l'argent vous-même et vous faites rembourser. En France, c'est pas ça. On vous donne le pognon et vous en faites ce que vous voulez. Je reprécise que ce n'est pas tous les élus. Oui. D'accord ? C'est une petite marge importante des élus. Il y en a moins qu'on le dit, mais plus qu'on ne le sait. Bien, merci Philippe Pasco. À lire, hein. Je vous le conseille. Je vous donne le titre. Moi, je le garde. Je vous donne le titre du prochain, vous allez voir, il est amusant. Ça s'appelle Du goudron et des plumes, délit d'élu, tome 2. Ah, ben voilà. Là, c'est pilleur d'État, hein, chez Max Milo. Merci Philippe Pasco d'être venu nous voir. Merci. À bientôt. Je suis content de vous avoir donné la parole. Parce que surtout si certains ne vous la donnent pas.
Isabelle et Patrick Balkany, mis en examen, avaient déjà interdiction de quitter le territoire. Leurs passeports ont été confisqués. Aujourd'hui, la liste de leurs biens immobiliers saisis s'allonge. Le moulin de Cossy à Giverny dans l'Eure. Cette propriété de 4 hectares avec piscine, cours de tennis et golf appartient en fait aux enfants Balkany, après une donation dans les années 90. Mais les parents Balkany en ont gardé l'usufruit. Ils ont fait appel de cette saisie. La villa Pamplemousse à Saint-Martin dans les Antilles françaises était elle aussi saisie. Isabelle Balkany a décidé de la vendre, valeur estimée 3 millions d'euros. Une autorisation est évidemment intervenue pour que cette maison soit vendue et le produit de la vente de cette maison n'est évidemment pas retourné dans la poche de Madame Balkany, il est dans l'escarcelle de la Grasque, qui est l'agence d'État qui s'occupe des biens immobiliers saisis. Lors de sa garde à vue en mai 2014, Isabelle Balkany avait d'abord nié, puis reconnu être propriétaire de la villa, achetée en 1997 grâce à un héritage. Mais les juges doutent de cette version. À l'origine des fonds, il y aurait en fait une société écran basée en Suisse. Également dans le viseur des juges Simon et Van Rimbeck, une villa à Marrakech qu'ils soupçonnent avoir été aussi acquise via des sociétés écrans, mais également avec un prête-nom, celui du directeur général d'une société détenue en majorité par la ville de Levallois. Je n'ai pas, monsieur le député, je n'ai jamais eu de compte à l'étranger. Les yeux dans les yeux. Est-ce que vous avez eu un compte en Suisse ou pas? Je n'ai jamais eu de compte en Suisse, Jean-Jacques Bourdin. Je vais donc vous dire ce que je ne cesse de dire quand on m'interroge. Je dément, en bloc et en détail. Concernant l'enregistrement produit par Mediapart, pouvez-vous affirmer simplement « ce n'est pas moi ». Je parle évidemment de la voix qu'on entend sur cette bande. Je dément en bloc et en détail, et en conséquence, ce n'est pas moi. Et maintenant, si vous voulez bien, puisque j'ai démenti en bloc et en détail, on va commencer à débattre avec Jean-Luc Mélenchon. Mais ce sont des primes que l'on reçoit comme ça, qui ne sont pas déclarées, de toute éternité, voilà, c'est tout. C'est pour moi totalement impossible. Alors, je ne parle pas des 500 000 euros qui proviendraient d'une vente de tableaux. C'est normal? Bon, on peut dire que c'est pas normal après coup, ça c'est vrai. Moi, ce qui est absolument impossible, c'est d'avoir touché des primes de cabinet à partir de 2002. J'étais moi-même au gouvernement. Les primes de cabinet avaient été supprimées par Lionel Jospin. Ça faisait partie du système indemnitaire du ministère. Il y avait peut-être au ministère de l'Intérieur de l'argent qui circulait. Ça peut être possible, parce qu'il faut rémunérer un certain nombre d'indicateurs, d'informateurs au ministère de l'Intérieur. Mais il n'avait pas à mettre cet argent dans sa poche. Non. Donc là, si les explications qu'il donne, il continue, soit c'est un menteur, soit c'est un voleur. Et nous aussi, nous trouvions que c'était anormal, c'est pour cela que nous l'avons supprimé. Quand il parle d'argent en liquide qu'on trouve chez lui et dont il dit qu'elles sont des primes de cabinet. C'est pas possible. Voici le mandat d'arrêt dont fait l'objet Thomas Fabius aux États-Unis. Ce sont 2 journalistes du Point qui se sont procuré le document. Il y est écrit que le fils du ministre des Affaires étrangères est poursuivi pour chèque sans provision et vol outre-Atlantique. Il est accusé d'avoir laissé une ardoise de près de 3,5 millions de dollars dans 3 casinos du Nevada. Une affaire qui s'ajoute à la longue liste des ennuis judiciaires du fils aîné des Fabius. Il y a plusieurs sujets qui posent question. Au départ, il y avait l'histoire de l'appartement à 7 millions du fils du ministre, dont on se demandait comment il avait pu le financer, car il affiche un revenu très maigre d'entrepreneur. Ensuite, il y a eu ces déboires au casino de Monaco, avec une dette annulée, puis une dette non réclamée. Donc, effectivement, on a eu l'impression qu'il avait échappé à des ennuis. Et puis maintenant, ce nouveau volet américain. Une information judiciaire est ouverte en France depuis l'été 2013 pour faux, escroquerie et blanchiment. Les magistrats s'intéressent à tous ces flux financiers qui apparaissent sur ses comptes bancaires, ainsi qu'à l'achat de son appartement parisien, alors que depuis 2011, aucune déclaration fiscale n'a été enregistrée au nom de Thomas Fabius. À ce stade de l'enquête, il n'est pas mis en examen dans cette affaire. Son avocat n'a pas donné suite à nos appels. Nous l'évoquions dès hier soir dans le journal. Les instances nationales du Parti socialiste ont donc annoncé leur intention de déposer plainte pour abus de confiance contre vous. Robert Navarro, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes l'ancien premier secrétaire de la Fédération socialiste de l'Hérault. Vous aviez été exclu du PS l'an dernier parce que vous aviez suivi Georges Frêche pour les élections régionales. Depuis septembre, la Fédération héroltaise du PS est sous tutelle et vous êtes mis en cause régulièrement dans la presse presque tous les jours cette semaine. On va en parler.
justement. En tout cas, cette fois-ci, le Parti socialiste a choisi d'aller en justice. Visiblement, les responsables de votre ancien parti vous reprochent d'avoir fait régler par votre fédération des déplacements personnels effectués par vous et certains de vos proches, des déplacements jugés sans rapport avec l'activité du Parti socialiste. La plainte n'est pas encore déposée, visiblement, elle le sera lundi. Quelle est votre réaction à ce dépôt de plainte annoncé ? Édition spéciale ce soir consacrée à l'affaire Dominique Strauss-Kahn. Depuis ce matin, le directeur général du FMI est inculpé aux États-Unis. Il devrait être déféré devant le juge dans les heures qui viennent. C'est un scandale planétaire qui a trusté tous les pays. Une résonance médiatique à la hauteur de la stupeur que l'affaire a provoquée dans l'opinion. De quoi engendrer une course à l'info et aux images qui n'est pas allée sans poser question, comme à la rédaction de BFM TV où nous avons suivi l'affaire. On se croirait dans une série américaine. Fallait-il montrer Strauss-Kahn menotté ? Pourquoi la victime présumée a presque été oubliée dans un premier temps ? Et les journalistes politiques ont-ils entretenu l'omerta autour de la vie privée de DSK ? Récit d'une semaine historique qui a affolé les médias. Le politique qui se vexe le plus vite, c'est Nicolas Sarkozy. C'est Nicolas Sarkozy, et puis c'est assez communément partagé. Pas d'humour. Vous en avez assez, hein ? Vous avez assez de cette bande de racailles. On va vous en débarrasser. Le candidat Sarkozy a en effet laissé parler son cœur, mais pas comme on s'y attendait. Qu'est-ce qu'on va foutre dans un centre opérationnel sinistre à regarder un radar ? Qui a eu cette idée de demeurer ? Je me fous des Bretons, je vais être au milieu de 10 connards en train de regarder une carte. C'est bon à moi, il pleut que sur les cons. Ça veut dire quoi, que les Bretons sont des cons ? Non, ça veut dire qu'il y en a et j'en connais. C'est toi qui as dit ça ? Bah descends un peu le dire, descends un peu. Eh ben permets-moi de te dire, vous relatez une conversation que vous avez avec Nicolas Sarkozy. Sale connard, je vais te casser la gueule, moi, sale connard. C'est ce que, pardon, ta gueule quand je te parle. Ça, c'est lui qui vous dit ça. Ta gueule quand je parle. C'est lui qui vous dit ça au téléphone. Sarkozy est un vrai menteur, c'est incroyable. Il ment, mais d'une manière invraisemblable, quoi. J'arrive. Mais est-ce que Thomas Hugues s'attendait à ce que Sarkozy lui dise ouais, j'ai dit ça, je l'ai insulté de sale connard, je me suis emporté. Jamais de la vie. Il regrette même pas d'avoir prononcé des mots comme nettoyage au Karcher des banlieues ou racaille dont il faut se débarrasser. Peut-être qu'il a regretté, m'a-t-on dit, d'avoir parlé de l'immigration et de l'avoir associé à des égorgeurs de moutons dans les baignoires. Ça, apparemment, ça n'a pas plu aux musulmans. Vous n'avez pas parlé des insultes de Brice Hortefeux, l'ami intime aussi de M. Sarkozy. Fissa, toi, dégage de là. C'est carrément raciste, quoi. Back in New Hampshire, Sarkozy had lost his temper at a photographer who had followed him out onto the lake. It turns out France's new president has a habit of letting his anger loose, as we found out as we were setting up for an interview at the Élysée Palace. He started berating his press secretary, calling him an imbecile and worse for arranging an interview he clearly didn't want to do on a busy day. He is stupid. But sir, this is how this is what the American people are going to say. Okay. I know you're angry. Non, je ne suis pas. I'm not angry. I'm in a hurry. Ça y est. Okay. I'm going to do my job. Don't worry. Okay, all right. Quel imbécile. Sarkozy decided the interview was over. Tu es vraiment un enfant. Ah non, pourquoi pas? Tu me salis. Casse-toi là, Merci. Il était fou. Qu'est-ce qu'ils m'ont pensé? J'ai rien à foutre. J'ai rien à foutre ce qu'ils m'ont pensé. C'est ce que moi je pense.
Rolex en or, le matamor a corrompu l'esprit républicain, trop envieux de pouvoir biaiser le peuple, biaiser les lois, au profit des copains. Le matamor, Sarko dehors. Quelquefois si douce, quand la vie me touche, comme nous tous, alors si douce, quelquefois si dure, que chaque blessure longtemps me dure, longtemps me dure. Femme, je vous aime. Femme, je vous aime. Je n'en connais pas de facile, je n'en connais que de fragile. La gauche qui ouvre, la gauche qui rassemble, la gauche qui construit. Au fur et à mesure que nous laissons briller notre lumière, nous donnons aux autres la permission d'en faire autant. Cela veut dire que nous devons essayer d'être meilleurs, plus généreux, plus joyeux que la société que nous voulons transformer. Voilà ce que nous devons faire, vous, moi, chacun de nous, là où nous sommes, tels que nous sommes, socialistes, à gauche, au-delà, citoyens, démocrates, tous ceux qui veulent que ça change. C'est désormais clair avec ce tweet. Valérie Trierweiler assume publiquement sa rancœur envers Ségolène Royal. Le point d'orgue d'une relation très tendue entre l'actuelle compagne de François Hollande et l'ancienne. Lorsqu'elles se croisent comme ici à l'investiture du nouveau président à l'Hôtel de Ville de Paris, l'atmosphère est glaciale. 5 ans après la séparation entre Ségolène Royal et François Hollande, Royal reste l'objet d'une jalousie profonde de la part de la nouvelle première dame. Valérie Trierweiler a même avoué qu'elle avait préféré s'abstenir en 2007 que de voter Royal face à Nicolas Sarkozy. À une consoeur de Paris Match qui évoquait dans un article Thomas Hollande, le fils du couple Royal-Hollande, elle aurait envoyé ce SMS. Thomas, c'est le fils de l'ex-couple Royal-Hollande. À quoi joues-tu ? Un ressentiment tenace qui met François Hollande dans une position délicate à chaque fois qu'il doit rencontrer en public Ségolène Royal, pourtant l'une des figures incontournables du PS. Lors du meeting de Rennes, Valérie Trierweiler tente à tout prix d'empêcher une photo commune des deux ex. L'image a bien lieu, elle impose alors à sa rivale une poignée de main mise en scène devant les photographes. Sommet de cette jalousie, le soir de la victoire à la Bastille, François Hollande ose aller saluer Ségolène Royal sur scène. Sa compagne lui réclame alors de l'embrasser sur la bouche. Alors, la première fois que j'ai rencontré François Hollande, c'était à côté de la maison de la radio, pour un déjeuner assez informel comme ça, voilà, par curiosité. Moi, j'ai rencontré un homme humble, très... tellement formidable que, pour le coup, me voici devant vous. Depuis que je l'ai rencontré, je trouve que c'est le même. C'est justement cette constance en réalité qui est très forte. Et ce qu'il dit, il le fait. J'écoute personne. C'est une véritable déclaration d'amour. À l'époque, elle s'adressait au candidat Hollande. Julie Gaillet, la militante, donnait de sa personne dans le cadre d'un clip de campagne.
Mais vendredi dernier, c'est sous un tout autre jour que la comédienne et le président ont été découverts. Et le pied-à-terre, le voici, situé au 4e étage de cet immeuble, dans cette petite rue archi-sécurisée, à 2 pas de l'Élysée et de la place Beauvau. Il a été prêté à Julie Gaillet par une de ses amies, la comédienne Emmanuelle Hauck. Il n'appartient ni à une figure du banditisme corse, ni à un milliardaire du CAC 40. Dans le quartier, les voisins ne se sont jamais aperçus. Be you. Be proud of you because you can do what we want to. Le cul des vaches est aujourd'hui à la disposition de tous. Il vaut mieux que ce soit large. Parce que quand c'est large, c'est mieux. The glorious history of the Americans, France and the United States of America. Michel, long life the United States. For your works and your projects. You go to Mars? Hopefully at some point, yes. Yeah. Ok, il assure un minimum. Là, il s'adresse à quelqu'un qui travaille dans le développement spatial, aérospatial, et la discussion commence. Is your special fusée? Raté. La special fusée. Nicolas Sarkozy. Ah bah tu ne verras plus. C'est la première fois que je viens. Voici Françoise, spécialiste des antennes de flanc. Combien de temps vous êtes en Australie? Elle revient à chaque fois sur les antennes de flanc, mais lui... Donc je vais vous présenter les antennes de flanc de Maroc. Très bien. Donc à un moment vous allez montrer Non, elle revient à chaque fois sur les antennes de flanc. Et je me permets de vous présenter un autre produit phare de Thales pour la surface. Et vous avez fait quelles études, vous, pour... Oui, je connais très bien. Et alors, comment on devient spécialiste du sonar après? Vous aviez défendu le Grenelle de l'environnement, 268 mesures, je crois. Et en 2010, au moment du salon de l'agriculture, vous savez ce que dit François Hollande? L'écologie, ça suffit. Bon, et c'est... 9 895 €, c'est ce que dépense chaque mois François Hollande en frais de coiffeur. Le Canard enchaîné publie ce matin le contrat du coiffeur personnel de l'Élysée. Un contrat en tête de la présidence de la République signé le 16 mai 2012 par la directrice de cabinet de l'Élysée à l'époque. François Hollande, quel président comptez-vous être? Un président qui, d'abord, respecte les Français, qui les considère. Le coiffeur est qualifié d'agent contractuel. Il perçoit une rémunération de 9 895 € bruts par mois, à quoi il faut ajouter les charges patronales, mais aussi d'éventuelles indemnités de résidence et autres avantages familiaux. Je vous assure que chaque euro prélevé sera accompagné d'une lutte drastique pour réduire les dépenses publiques inutiles. Ce coiffeur est au service du président 24 heures sur 24, week-end compris. Chaque matin, il coiffe François Hollande, le coupe, le broche, le teint, si nécessaire. Il lui remet un coup de lac à chaque prise de parole publique. Le coiffeur accompagne le président dans tous ses déplacements à l'étranger. Et son avocate précise qu'il prend très peu de vacances, qu'il ne se fait jamais remplacer, qu'il a raté la naissance de ses enfants, leurs bras cassés et leurs opérations. D'abord, je veux réduire la dépense publique. Nous devons faire des économies partout où elles sont possibles. Et j'ai la certitude que nous pouvons faire mieux en dépensant moins. Cela vaut pour l'État, qui doit se concentrer sur ses missions essentielles. Ça va s'appeler le vrai visage de Manuel Valls, parce que je pense que Manuel Valls a un gros problème d'identité. Il a une espèce de double visage. Et c'est ce que beaucoup de gens se demandent rien qu'en le voyant. On sent que c'est quelqu'un qui est assez bipolaire. Manuel Valls, pour moi, il y a une espèce de double histoire. C'est quelqu'un qui a réécrit sa propre histoire.
Donc j'ai pris à peu près tout ce qui était disponible sur la question. Il y avait toute une série de documents qui étaient disponibles, puisque son père était un peintre connu. Et c'est toujours très agréable de recevoir un prix, surtout quand on n'en a pas l'habitude. Et ça fait un grand plaisir quand même. Beaucoup de gens, Emmanuel Valls le dit parfois, mais en général le laisse dire, il se présente comme fils d'un réfugié antifranquiste. Il faut quand même rappeler qu'Emmanuel Valls est né dans les années 60 en Espagne. Donc c'était donc à l'époque du général Franco et du franquisme. Donc on se dit qu'un républicain espagnol réfugié en France, comment se fait-il que son fils puisse naître en Espagne? En réalité, il n'en est rien. La famille de Manuel Valls est une famille de la très haute bourgeoisie catholique catalane. Son grand-père a participé à la fondation du plus important journal catholique conservateur de Catalogne. Ce journal a été interdit en 1936 par ce qu'on appelle les Rouges, c'est-à-dire les communistes, les trotskistes, alliés pour l'occasion avec les socialistes. Donc il n'y avait absolument aucune raison que son père quitte l'Espagne en 1951 et soit présenté comme un réfugié antifranquiste. Les vrais réfugiés antifranquistes, ils sont partis à la fin de la guerre civile espagnole, c'est-à-dire en 1939. Donc c'est déjà une réécriture à cause de son histoire politique. La deuxième, c'est l'histoire de sa mère, qui est une famille de la riche bourgeoisie tessine, qui s'est enrichie grâce au trafic de l'or colonial au Sierra Leone. Sa famille possédait des commerces, des hôtels, des immeubles, des mines d'or. Donc c'est une famille qui a strictement rien à voir avec ce qu'on pourrait appeler le socialisme, même boboisé. À 18 ans, j'étais déjà social-démocrate, une gauche responsable, le parler vrai, l'éthique de vérité. C'est quoi être de gauche? C'est lutter contre les inégalités. Donc c'est toute une série de choses qui sont développées dans ce livre, avec un certain nombre de lumières qui sont apportées, et développer évidemment la partie sur ces liens extrêmement étroits avec les sionistes, Israël, la communauté juive en France. Alors, c'est un véritable sioniste de combat. Lui-même a dit dans un discours filmé qui a fait, on peut dire, beaucoup de buzz sur Internet, qu'il était lié de manière éternelle à la communauté juive et à Israël. Par ma femme, je suis lié de manière éternelle à la communauté juive et à Israël, quand même. Cet homme qui est très entier dans ce discours, qui tape sur la table, qui à un moment dit merde, mais quand même. Merde, quand même. Enfin, un homme de conviction, un homme dans lequel on croit. Accompagné, membre de la communauté juive qui se rendait à la synagogue d'Évry. Or, ce que les gens ignorent totalement, c'est que cet engagement en faveur d'Israël de Manuel Valls est quelque chose d'extrêmement récent. Cet engagement a environ 5 ans. Et tout ce qui s'est produit avant, c'est-à-dire en gros de 1980 à 2008 au moins, Manuel Valls est engagé exactement de la même manière, mais en faveur du peuple palestinien. Ce qui a été gommé, ce qui ne figure dans aucune biographie, les journalistes qui savent ne veulent pas que ça se sache et personne n'en parle. Or, il y a des écrits qui existent, il y a des documents qui existent, et ce sont des choses qui sont publiées à l'intérieur du vrai visage de Manuel Valls. Et donc je vous ai donné la primeur d'une vidéo stupéfiante que j'ai découverte, où Manuel Valls, en 2008, plante un arbre, un olivier, en faveur du peuple palestinien, et où il prononce un discours filmé qu'il suffit de regarder. Je pense évidemment peut-être d'abord aux habitants de la bande de Gaza, enfermés, qui vivent une situation infernale dans tous les sens du terme. Nous sommes responsables d'un long travail à mener collectivement afin de combattre la haine, les divisions et les préjugés. Et tout ça sur fond de drapeau palestinien. On a l'impression de rêver, puisque aujourd'hui, il est invité régulier du dîner de gala du CRIF, il se produit au Fonds social juif unifié, il est bien reçu par le Congrès juif mondial, et je dirais que dans les milieux dissidents, c'est cette image très sioniste qu'on connaît Manuel Valls. Parce que l'antisionisme, c'est la porte ouverte
à l'antisémitisme. Tous ceux qui ne peuvent pas accepter que la haine se déverse dans nos quartiers au nom de la critique d'Israël, nous devons faire corps, nous devons être unis pour combattre cet antisémitisme nouveau qui est né, qui se nourrit de cet antisionisme. L'édification d'un mur honteux, la poursuite des colonisations, le sort des prisonniers, bref, des événements qui ne vont pas dans le sens de la paix. Mais cette critique de l'État d'Israël, basée sur l'antisionisme, c'est l'antisémitisme d'aujourd'hui. Tous les documents existent. Libération sait, TF1 sait, Mediapart sait, Politis sait, Le Monde bien sûr sait que cet homme a eu un engagement extrême en faveur de la Palestine et personne ne le rappelle aujourd'hui, n'ose le rappeler et tout le monde surtout là-dessus est caché, tout simplement parce que ça serait mauvais pour la carrière de Manuel Valls. La République, c'est le peuple tout entier qui l'a édifiée. Qui parmi nous pourrait avoir le front de dire « Le 10 août, c'est moi, rien que moi qui en suis l'âme ». Aucun mérite ne donne le droit à un prétendu privilège. C'est sûr, pour nous, les privilégiés n'existent pas. Considérant que l'ignorance, l'oubli ou le mépris des droits de l'homme sont les seules causes des malheurs publics et de la corruption des gouvernements, ont résolu d'exposer dans une déclaration solennelle les droits naturels, inaliénables et sacrés de l'homme. Je vous demande de vous lever, messieurs. Article 1er. Les hommes naissent et demeurent libres et égaux en droit. Les distinctions sociales ne peuvent être fondées que sur l'utilité commune. Ces droits sont la liberté, la propriété, la sûreté et la résistance à l'oppression. Le principe de toute souveraineté réside essentiellement dans la nation. La loi n'a le droit de défendre que les activités nuisibles à la société. Tout ce qui n'est pas défendu par la loi ne peut être empêché. La loi est l'expression de la volonté générale. Tous les citoyens étant égaux à ses yeux, sont également admissibles à toute dignité, place et emploi public. Nul homme ne peut être accusé, arrêté, ni détenu que dans les cas déterminés par la loi.
Tout homme est présumé innocent jusqu'à ce qu'il ait été déclaré coupable. Nul ne doit être inquiété pour ses opinions, même religieuses. La libre communication des pensées et des opinions est un des droits les plus précieux de l'homme. Tout citoyen peut donc parler, écrire, imprimer librement, sauf à répondre de l'abus de cette liberté dans les cas déterminés par la loi. La garantie des droits de l'homme et du citoyen nécessite une force publique. Cette force est donc constituée pour l'avantage de tous. La propriété étant un droit inviolable et sacré, nul ne peut en être privé, si ce n'est lorsque la nécessité publique, légalement constatée, l'exige évidemment.